Et notre invité politique ce matin, c'est Amélie de Montchalin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Pascal Jalabert du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On commence bien sûr par cette crise sanitaire et c'est le début aujourd'hui de la vaccination pour les plus de 75 ans hors EHPAD ainsi que pour les personnes qui ont des pathologies à très haut risque. Et il y a une inquiétude ce week-end liée aux annonces de Pfizer qui annonce un retard de livraison qui ne sera finalement que d'une semaine, a priori, mais quand même ça inquiète. Est-ce que, clairement, il y a un risque de pénurie du vaccin en France ? Alors, déjà, moi je pense qu'il faut revenir à le risque qui était le nôtre il y a encore quelques semaines. C'est que trop peu de Français à l'époque avaient envie de se faire vacciner. Et donc déjà, la première chose, c'est qu'on a gagné une première bataille qui est celle de la confiance. Aujourd'hui, on a plus de 55% des Français qui veulent se faire vacciner. C'est une bonne nouvelle, parce que ce vaccin il est efficace que si on est nombreux à se faire vacciner. Donc ça, je pense, c'est déjà un point sur lequel il faut qu'on soit rassurant et objectif. Le deuxième enjeu, vous le dites, c'est qu'effectivement, on cherche à vacciner en priorité ceux qui sont le plus à risque de faire des formes graves, en risque d'aller en réanimation, en risque de décéder. Et donc, c'est notre stratégie, on a commencé avec les EHPAD et aujourd'hui, on ouvre pour les personnes de plus de 75 ans ou qui ont des facteurs de vulnérabilité. Évidemment, nous sommes dépendants du rythme de production. Ça, je crois que c'est très important de le dire. Il n'y a pas un risque de pénurie en soi. Il y a un enjeu de vacciner au rythme de la production. Donc, à chaque fois qu'il y a des vaccins qui sortent des lignes de production, ils sont répartis en Europe et au plus vite, on les répartit sur le territoire pour vacciner. Quand j'étais ministre des Affaires européennes... Des délais trop importants. On le voit dès ce week-end qu'il y a beaucoup de demandes de rendez-vous. Il y a déjà 500 000 personnes qui ont pris rendez-vous. Ça fait plus d'1 million de rendez-vous. C'est pour ça que tous les jeudis, Olivier Véran, le Premier ministre, vous présente le planning de livraison des vaccins. Et vous savez, j'entendais Xavier Bertrand dire qu'il suffit de convoquer les patrons des grands laboratoires pour que les vaccins arrivent. C'est un peu oublié ce qui est à la fois l'enjeu de sécurité sanitaire, de production industrielle. Moi, quand j'étais ministre des Affaires européennes, vous voyez, au printemps dernier, avec le président de la République, on avait un enjeu. C'était d'éviter une guerre de tous contre tous, où chacun se serait battu avec les industriels et les pharmaceutiques pour avoir les vaccins en plus grand nombre que ses voisins, sous prétexte qu'ils paieraient plus ou qu'il aurait mieux négocié. Et ça, je crois que c'est vraiment une vraie réussite. Aujourd'hui, on n'est pas dans une guerre de tous contre tous pour faire la course au vaccin. On a un accord qui nous couvre tous les 27 pays de l'Union et avec tous les Européens, nous travaillons justement à ce qu'à chaque fois qu'il y a des vaccins qui sortent, ils soient répartis entre les Européens. Il n'y a donc pas de stratégie de commande en dehors de l'Union européenne, d'aucun pays ni de la France. Non, ça c'est vraiment un objectif. Vous savez, le président avait parlé du vaccin bien public mondial en disant chaque personne a la vocation à être protégée, non pas en fonction de son passeport, mais parce que c'est une personne qui est vulnérable, par exemple. Et donc aujourd'hui, c'est un pacte de confiance, de solidarité et d'efficacité qui est très fort entre tous les pays européens. Quand les vaccins sortent des usines, ils sont répartis en fonction de la population par pays européen. Et ensuite, au sein de la France, ils sont à nouveau répartis par département en fonction de la population. Mais est-ce qu'il faut s'en tenir à ce pacte européen, quitte à manquer de doses, ou est-ce que, comme le dit le même Xavier Bertrand, que vous citez bien, il faut passer hors de l'Europe et commander à n'importe quel prix ? Moi, je suis persuadée que si on était passé hors de l'Europe et si on avait tenu ce raisonnement au départ, aujourd'hui, on serait dans une situation très difficile tous, parce qu'on serait tout le temps en train de se battre entre nous. Je sais qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on est entre Européens qu'on a réussi à demander à un certain nombre d'industriels d'accélérer les cadences, d'accélérer les livraisons. Et dans quelques semaines, ça se verra. Donc je pense que l'Europe, sur ce coup-là, et sur beaucoup d'autres en fait, on est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus crédible, et surtout on assure une solidarité, je crois, humaine entre nous, qui est nécessaire dans une crise sanitaire. Alors, puisqu'on parle de l'Europe, il y a des questions qui se posent sur les frontières. Jean Castex l'a rappelé, frontières fermées, entre guillemets. Les frontières de l'espace Schengen sont fermées, mais au sein de l'espace Schengen, les frontières sont ouvertes. Est-ce que pour vous, il faut renforcer drastiquement les contrôles aux frontières au sein de l'espace Schengen ? Depuis le début de cette crise, il y a 2 mots-clés. Coopération, efficacité. Et donc, il y a des réunions qui se tiendront cette semaine pour voir comment on est efficace tout en étant coopératif. C'est-à-dire que le but, c'est pas de prendre des mesures hostiles les uns vis-à-vis des autres. Il y a des flux, je pense notamment à tous les flux transfrontaliers, j'étais dans les Ardennes vendredi. Évidemment, il faut qu'on puisse conserver un niveau de circulation qui permette la vie quotidienne, notamment ceux qui travaillent de l'autre côté de la frontière. Mais donc tous ces enjeux-là seront discutés, notamment Clément Beaune à un certain nombre de réunions dont je connais bien la nature, parce que ça a été une partie de mon quotidien. Oui, justement, c'est pour ça qu'on... Et donc à chaque fois, depuis le début dans cette crise, on cherche à être efficace, pas faire du symbole pour faire du symbole,
pas faire gagner le primat de je sais pas quelle idée, parce qu'on conceptuellement on se dirait que c'est efficace. D'abord, qu'est-ce qui est vraiment efficace ? Et surtout, comment on le fait de manière coopérative. Mais sauf qu'au sein même de l'espace Schengen, au sein des pays de l'Union européenne, il y a des pays qui contrôlent plus leurs frontières que nous. C'est pour ça, on est trop laxistes c'est pour sur ça qu'il est important d'avoir des réunions de coopération, pour qu'on harmonise nos pratiques et qu'on le fasse sur des critères objectifs. Est-ce que c'est le taux d'incidence du point de départ vers un taux d'incidence moins élevé du point d'arrivée ? Bref, je ne vais pas vous faire des discussions techniques, mais c'est très important, à nouveau, de fonder toutes ces décisions sur des critères objectifs. Et donc, c'est tout ce qui est en train de se passer. Et donc, contrôle harmonisé, mais contrôle renforcé pour vous, il faudrait. On verra comment ça se déroule et qu'est-ce qui est conclu. Mais objectivité, efficacité et coopération, et c'est comme ça que l'Europe avance. Et d'ailleurs, c'est comme ça que sur les vaccins, j'y reviens, on a réussi aujourd'hui, je crois, à avoir une situation qui est sécurisante pour chaque Européen. Le niveau de livraison de vaccins dans son pays ne dépend pas de son passeport. Et ça, je crois que c'est aussi une victoire européenne. Justement, à propos de passeport, le passeport vaccinal, ça ne serait pas un moyen efficace de réguler les circulations. Les Français, ils sont plutôt favorables. Vous-même, qu'en dites-vous ? Moi, je dis d'abord que c'est un sujet qui n'est pas aujourd'hui sur la table, puisqu'aujourd'hui, on l'a bien vu, tous ceux qui voudraient se faire vacciner ne le sont pas encore. Donc, je pense qu'il faut là aussi ne pas créer ni des polémiques ni de l'anxiété. Et donc, c'est bien d'ailleurs pour ça qu'on a besoin de règles de circulation qui dépendent de faits objectifs. On parle de cette campagne de vaccination qui a été beaucoup critiquée, notamment à ses débuts, sur la lenteur de la campagne. Est-ce que pour vous, l'administration est en partie responsable de la lenteur au démarrage de cette campagne de vaccination ? Sur ce sujet, j'aimerais vous présenter un peu la doctrine générale d'action d'un gouvernement qui prend ses responsabilités. Vous avez des gens, je pense à Gérard Larcher, qui inventent des complexités, qui vous viennent sur les plateaux de télé, vous dire voilà, regardez, c'est scandaleux, le consentement, 50 pages. Ça, c'est de l'invention. Puis il y a eu des problèmes. Et il y a des problèmes réels dans la vie quotidienne. Parfois, entre une stratégie et sa mise en œuvre, il faut que nous, ministres, on soit extrêmement vigilants sur la manière dont, très finement, sur le terrain, partout en France, les choses se déploient. Et notre rôle de responsable politique, j'insiste sur ce mot, c'est pas de nous entêter, c'est pas de fermer les yeux, c'est pas de dire non, tout va bien quand c'est manifestement pas le cas, c'est de nous ajuster, c'est de corriger le tir, c'est de faire en sorte que les choses fonctionnent. Donc, est-ce qu'il y a eu des lourdeurs ? Sûrement. Celles qui existaient ont été réglées. D'ailleurs, pour ça qu'hier, il y avait 420 000 personnes qui ont été vaccinées en France. Mais pourquoi elles ont été vaccinées ? Parce qu'à un moment donné, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé ont joué leur rôle de politique. Le rôle du politique, c'est pas ni de faire une confiance aveugle à l'administration, ni d'être dans la défiance permanente. C'est de dire, on a, nous, des responsabilités, on définit une stratégie, et on doit se soucier du détail de comment, dans l'exécution fine, les choses se passent ou ne se passent pas. Moi, vous voyez, je ne serai pas la ministre qui viendra vous dire c'est scandaleux, comme certains, comme je les appelle les étatologues, des grandes personnes qui font la science de la réforme de l'État, ou des anciens ministres comme Arnaud Montebourg, qui vous expliquent que si l'administration de Bercy l'avait plus écouté, il aurait réussi. Ça, c'est irresponsable. C'est en fait assez lâche. C'est même assez facile. La responsabilité, elle est où ? Elle est dans celui qui pilote l'administration. Qui pilote l'administration ? C'est le ministre. Et donc, un ministre, et le président de la République nous le rappelle, à chaque jour, chaque semaine, chaque conseil des ministres, nous avons la responsabilité non seulement de définir des stratégies, non seulement de faire voter des lois, mais surtout et avant tout de nous assurer qu'elles s'appliquent réellement, pratiquement, dans tous les territoires. D'ailleurs, pour ça que le baromètre des résultats qu'on a présenté la semaine dernière va exactement là. On va y venir, mais puisque vous parlez de confiance, de défiance, quand on a recours à un cabinet privé, comme ça a été le cas de la part du gouvernement pour prendre ces décisions, est-ce que c'est pas un sentiment de défiance vis-à-vis de l'administration française ? Mais vous savez, pourquoi on va chercher des avis extérieurs ? Parce que quand on doit gérer une crise, quand on doit faire de la logistique avec des produits qui se transportent à moins 80 degrés, vous avez des gens qui ont à la fois une vision de ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres secteurs, qui peuvent apporter une expérience. Moi, je pense que c'est sain que l'administration aille chercher des avis extérieurs. Vous savez, les ministres, les uns après les autres, demandent des avis dans des missions à des experts. Pas parce qu'on n'aurait pas les compétences en interne, mais parce que pour prendre de bonnes décisions, des décisions éclairées, on a aussi besoin d'être confronté à d'autres manières de faire. Quand on est en gestion, quand on est en pleine crise, je pense que c'est pas du tout un scandale, au contraire, qu'on aille chercher des avis extérieurs, techniques, précis. Les personnes en question dont vous me parlez, c'est pas elles qui prennent les décisions. Elles nous aident à prendre justement des avis extérieurs. Et donc, évidemment, on a ensuite un enjeu de recrutement des hauts fonctionnaires, de formation, de variété des profils. On y travaille avec le président de la République sur la réforme de la haute fonction publique, sur l'évaluation des hauts fonctionnaires. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas nier devant vous que j'ai beaucoup de travail et qu'on me demande de faire beaucoup de choses. Et qu'évidemment, il y a encore
énormément de transformations à faire. Le 4 février prochain, autour du Premier ministre, tous les ministres sont réunis pour tirer les leçons d'organisation, de fonctionnement interne à notre administration, sur les ajustements à prendre, des choses qu'on a ajustées pendant la crise et qu'on veut rendre pérennes, ou des choses qu'il faudrait encore qu'on ajuste pour être plus efficace, que ce soit sur les sujets sanitaires ou les sujets de réforme. Donc je ne vais pas nier devant vous les évidences, mais arrêtons, de nous inventer des problèmes qui n'existent pas, M. Larcher. Arrêtons de penser que l'administration serait devenue folle, n'obéirait plus aux politiques, et commentons une forme d'impuissance politique, M. Montebourg. Arrêtons ça. Alors, il n'y a pas que les oppositions, qui sont critiques. Votre collègue, effectivement, Bruno Le Maire, disait en début de semaine sur France Inter, il employait cette expression de monarchie technocratique. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette expression, parce que d'abord, on est en démocratie, donc on n'est pas en monarchie. Et deuxièmement, la technocratie, ce serait l'idée selon laquelle les ministres n'ont plus de rôle. Je suis aussi très fortement convaincu qu'aujourd'hui, nous avons un grand rôle, celui de piloter nos administrations. Donc il se trompe, Bruno Le Maire ? Je ne suis pas d'accord avec cette expression. Après, on a plein de débats, et vous imaginez bien qu'on cherche tous, d'ailleurs, à trouver de l'efficacité. Et donc c'est plutôt ça qui me semble être un sujet de débat, plutôt que des expressions. Pascal. Oui, donc depuis quelques semaines, l'arrêt de travail automatique est mis en place. Avez-vous évalué dans la fonction publique combien de fonctionnaires et quel pourcentage sont en arrêt de travail ? Alors, on l'a évalué tout le second confinement, je peux vous dire. À un moment donné, on avait 0,2%, 0,3% des agents de l'État qui ne pouvaient pas travailler parce qu'ils étaient soit cas contact, soit parce qu'ils étaient d'ailleurs en arrêt parce que le lieu où ils travaillaient était fermé. Oui, donc on était à 99,7 ou 99,8% des agents de l'État qui travaillaient. Donc on suit ça, bien sûr, avec beaucoup de vigilance. Cet arrêt de travail, il est important parce qu'il permet d'être extrêmement efficace dans l'isolement qu'on demande à tous ceux qui pensent qu'ils ont des symptômes avant un test, qui sont cas contact ou qui sont eux-mêmes d'ailleurs malades. Il a un intérêt également, c'est qu'il respecte le secret médical. Votre employeur, qu'il soit public ou privé, sait que vous êtes arrêté, qu'il n'y a pas de jour de carence, vous n'avez pas de conséquences financières, mais ne sait pas si c'est parce que vous êtes cas contact ou positif. C'est important dans notre pays. L'employeur ne sache pas si vous êtes malade et de quoi. Et là, il est récent, c'est mis en place depuis le 10 janvier. Vous n'avez pas de chiffre depuis le 10 janvier sur le nombre de fonctionnaires qui ont eu recours. Non, vous savez, d'ailleurs, je pense qu'on va suivre les choses, évidemment. Moi, je fais d'ailleurs confiance aux Français sur le fait que, évidemment, dès qu'ils ont des symptômes, ils s'arrêtent, ils se font tester et ils s'isolent. Et le but, vous voyez, c'est pas de faire un pilotage par le chiffre. Le but, c'est de stopper l'épidémie. Et donc, si à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui doivent s'isoler, il vaut mieux qu'on le fasse plutôt qu'on pilote ça. C'est pas un enjeu de performance. C'est un enjeu de stopper l'épidémie. Un mot sur le télétravail. Oui, le télétravail, où en êtes-vous ? Combien de fonctionnaires le pratiquent ? Alors, on est monté jusqu'à peu près 45% des agents de l'État hors enseignants pendant l'automne. Là, au début de l'année, on est autour de 35%. Donc, à nouveau, je crois qu'il y a aussi des personnes qui ont eu besoin psychologiquement de revenir comme c'est permis ou comme c'est possible surtout, un jour par semaine sur le travail pour mettre fin au fond à aussi beaucoup d'isolement. Donc on continue bien sûr de faire du télétravail à la fois un outil de lutte contre la pandémie, c'est aussi plus structurellement une évolution des méthodes de travail, de la confiance managériale, et donc vous pouvez compter sur notre envie d'aller plus loin et d'ailleurs de négocier, comme c'était le cas dans le secteur privé, mais dans le secteur public, un nouveau cadre sur le télétravail pérenne qui nous occupera avec les organisations syndicales et les employeurs dans les prochaines semaines. À quelle échéance ce nouveau cadre ? Le but, c'est d'avoir au printemps quelque chose de stabilisé, qui nous permette de nous organiser en cas de crise, mais aussi en temps normal. Je crois qu'on a vu à la fois les bénéfices du télétravail, mais aussi les limites. Et donc, il faut qu'on puisse se donner un cadre qui permet à tous de retrouver à la fois de la confiance, mais derrière, on voit bien que c'est les pratiques managériales. C'est comment on gère une équipe, comment on conceptualise même le travail. Ça veut dire quoi, travailler ensemble ? Et c'est pas forcément parce qu'on vient sur le travail que les choses fonctionnent au mieux. Donc c'est aussi un outil intéressant de transformation des pratiques. Un dernier mot sur ce sujet avant de passer aux réformes, sur les complémentaires santé pour les fonctionnaires. Là aussi, il va y avoir des nouvelles mesures ? Exactement. Ce matin, c'est un moment important. Nous réunissons tous les employeurs publics et je réunis les organisations syndicales pour un conseil commun de la fonction publique qui va acter le fait qu'on a une ordonnance, donc un texte législatif sur la table, qui va permettre que d'ici 2026, tous les agents publics aient une prise en charge à 50% de leur complémentaire santé. Ça commence en 2022 dans l'État avec 12 à 15 euros par mois pour tous les agents publics, qu'ils soient contractuels, qu'ils soient titulaires. Parce que là aussi, après une crise sanitaire, il y a des inégalités qui étaient objectivement pas acceptables. C'est pas normal que quand vous êtes dans le privé, votre employeur paye 50% de la mutuelle et que dans le public aujourd'hui, il y avait des endroits où on n'avait quasiment pas, voire pas du tout de prise en charge. Donc c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. C'est un engagement que j'avais pris en juillet de conclure cette réforme. Et donc elle était dans la loi de 2019
comme une éventualité, c'est maintenant une réalité que nous actons ce matin. Et justement, on va parler du bilan des réformes, Pascal. Oui, donc vous avez mis en place un baromètre des réformes dans la fonction publique. Alors, où en êtes-vous de ce baromètre et quel est son objectif ? Donc ce baromètre, il est sur le site du gouvernement. Donc tous les citoyens français peuvent aller sur la page du gouvernement, de rentrer leur code postal, et département par département, ils peuvent savoir ce qui s'est passé dans leur vie quotidienne, dans leur département, de changement depuis 3 ans. Ça peut être des questions sur l'accès à la santé, les maisons de santé, l'accès aux services publics, les enjeux d'éducation des enfants, les enjeux de transition écologique. C'est vraiment 25 réformes, chantiers de la vie quotidienne où nous présentons ce qui a avancé et peut-être ce qui a moins avancé. Pourquoi on fait ça ? On fait ça parce qu'on doit la transparence aux Français. C'est aussi un enjeu de confiance. À quoi ça sert de voter si personne ne vous rend compte des actions qui sont prises après les lois qui sont votées au Sénat, à l'Assemblée et après les débats parlementaires ? Les débats parlementaires, ils ont un objectif, c'est de faire changer la vie quotidienne. C'est pas d'occuper des sénateurs et des députés. Donc d'abord, par la transparence, rétablir la confiance. Et c'est ensuite aussi un outil d'accélération. Comment, dans les 18 prochains mois, tous les endroits où on pense que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes ou de nos objectifs, on se donne les moyens d'accélérer en mettant les faits au milieu de la table. Pourquoi on fait ça ? Parce que vous avez des gens de l'opposition, ici à Paris, Madame Hidalgo, Monsieur Jacob, Monsieur Larcher, qui vous disent alors on n'aurait rien fait, genre on ne fait rien, ou alors la crise sanitaire de toute façon a tout arrêté, et vite, 2022, pour qu'on change tout ça. Vous voyez, j'étais dans les Ardennes vendredi. On a réuni tous les élus locaux, tous les élus départementaux, régionaux, communaux des Ardennes. La discussion que j'ai avec eux, c'est pas une discussion sur les présidentielles, c'est pas sur on n'a rien fait, on n'a pas fait, c'est comment là, en 2021, maintenant, sur des enjeux où l'apprentissage, la réussite des étudiants à l'université, des choses du territoire, l'accès à la fibre, oui, alors justement, sur le territoire. On voit de grosses disparités. Par exemple, sur l'accès à la fibre, vous venez d'en parler, il y a d'énormes disparités d'un département à l'autre. Comment vous faites ? Vous le rectifiez tout de suite ? Donc, vous donnez des consignes ? Ce qu'on voit, c'est quoi ? C'est que l'ensemble des chantiers, au niveau national et en moyenne, progressent. Si on s'en tenait là, bon, on pourrait s'auto-congratuler, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Ce qu'on cherche à faire, c'est dire, ça progresse, maintenant il y a des endroits où il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant, peut-être qu'on mette plus de moyens, peut-être qu'on accompagne plus les choses, peut-être qu'on secoue un peu le système, peut-être que les gens se sont collectivement un peu endormis. Ces actions, elles nécessitent beaucoup de travail de coordination entre différents acteurs, entre différents élus, entre l'État, parfois des entreprises privées, c'est le cas de la fibre. Et notamment, on peut, avec le plan de relance, s'il y a besoin de moyens financiers supplémentaires, accélérer. Sur la fibre, le Premier ministre était dans l'Allier ce week-end. Il annonce que dans le plan de relance, il y a 570 millions d'euros pour accélérer le déploiement de la fibre. Et dans l'Allier, il y a 39% des habitants qui ont la fibre. Vous savez, le département en Ile-de-France, on a 80%. C'est pas acceptable. Parce que c'est une politique où tous les Français, pour, on le voit, le télétravail, pour l'accès des enfants à l'éducation sur des nouvelles possibilités, pour développer son entreprise, on a tous besoin d'être aujourd'hui connectés. Donc, pourquoi on fait ça ? Transparence, accélération. Et l'accélération peut notamment venir du plan de relance, mais pas que. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que les élus que j'ai rencontrés, au fond, ces objectifs, ils sont partagés. Tous les élus de terrain, tous les Français ont tous très envie, et ils voient bien que c'est urgent, que, je vous dis, sur l'apprentissage, sur la fibre, sur l'accès aux services publics, dans tous les territoires, les choses progressent. Et c'est important pour nous. Progresser d'ici la fin du quinquennat, ou est-ce que vous dites il y a des réformes, on ne pourra pas réussir d'ici la fin du quinquennat ? D'abord, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément des résultats qui sont publiés aujourd'hui, qui sont le fruit de l'action de 2020. Donc 2020, c'est pas été une année où le coronavirus a tout effacé. Bien sûr que la crise remplit une partie de nos vies. Mais nos vies ne se résument pas à la crise. La vie quotidienne des Français, tous les enjeux dont je vous parle, sont des enjeux qui resteront d'ailleurs après la crise. Et les Français seront bien en droit de nous demander qu'est-ce qu'on a fait. Et donc nous, notre objectif, c'est pas de faire diversion. J'entends certains qui disent « Ah, vous êtes en train de nous parler d'autres choses pour nous tourner le regard de la crise sanitaire. » Mais c'est tout l'inverse. Pour sortir de la crise, on a besoin d'accélérer. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a tout à fait le temps, en 18 mois, d'aller dans les 10 départements qui, sur telle politique publique, ont manifestement un peu un retard à l'allumage ou des difficultés, de concentrer nos moyens, notre soutien politique, et aussi un peu de pression constructive pour que les choses avancent. Et je crois que les Français sont en demande non seulement de résultats, mais de résultats dans tous les territoires. Ce que ce baromètre montre, et d'ailleurs les Gilets jaunes, d'une certaine manière, avaient déjà tiré la sonnette d'alarme, c'est qu'en moyenne, les choses peuvent aller plutôt bien, mais que certains territoires sont victimes, d'une certaine façon, de vraies inégalités. C'est jamais les mêmes territoires. Il n'y a pas d'endroit où rien ne se passe, mais dans chaque territoire, vous avez des forces et des faiblesses qu'il faut qu'on corrige
avec un esprit constructif et coopératif et avec les élus locaux. Puisque vous parlez des Français, on sait que le gouvernement aime bien associer les citoyens à ces réformes. Est-ce que là, les citoyens seront associés au suivi de ces réformes et de la mise en place? Aujourd'hui, vous voyez, je rencontre un panel de citoyens qui représentent plusieurs départements pour échanger sur l'outil. Et ensuite, dans chacun de mes déplacements, à partir de vendredi en Charente, eh bien, il y aura un moment de ce tour de France que je fais, où non seulement, vous voyez, je vois les services de l'État, je vois bien sûr tous les élus, mais je rencontre aussi des citoyens, pour qu'on s'assure que la photo qu'on leur donne de la réalité corresponde à leur perception. Tu as parfois d'ailleurs d'avoir un échange sur la manière dont ils voient différemment les choses que ce qu'on leur met comme étant des faits, et c'est des faits de choses observables. Et puis aussi pour parler de ces réformes, comment ils les voient, comment ils les comprennent, comment peut-être il faut qu'on simplifie l'information. Je crois que c'est très important, comme vous le dites, on fait ça pour les Français dans leur vie quotidienne. Donc c'est pas des grandes réformes qui sont pilotées depuis Paris, depuis juste nos bureaux ministériels. C'est sur le terrain que ça se passe. Et dernière question, Pascal. Oui, alors justement, toutes ces réformes, y a-t-il encore le temps d'engager de grandes réformes? Bon, là, il y en a 2 ou 3 qui viennent. La loi contre le séparatisme islamiste, on va avoir la loi environnement. Est-ce que ça suffit pas? Y a-t-il le temps d'engager d'autres réformes sociales et économiques? La première chose, c'est déjà mettre en œuvre dans tous les territoires, pour tous les Français, tout ce qu'on a lancé. C'est absolument essentiel. Je vous l'ai dit, la confiance démocratique. Et je crois que c'est une réforme en soi. Beaucoup de gouvernements sont arrêtés avant de faire ce travail déjà de finition. Et on sait que la finition, ça compte beaucoup, parce que c'est ça qui fait qu'à la fin, les objectifs sont atteints ou pas. Ensuite, évidemment, sur le séparatisme, évidemment, sur le climat, on a d'ailleurs devant nous des textes importants. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter là? Vous savez, le président de la République et son gouvernement... Il y a les retraites, il y a l'assurance chômage, il y en a d'autres. On n'est pas d'humeur à s'arrêter. On essaie de faire le maximum. Il faut que les conditions soient réunies pour que ça puisse se faire. Mais nous sommes un gouvernement qui, jusqu'au bout, ne prendra jamais le prétexte de la crise sanitaire pour arrêter l'ambition transformatrice qui est la nôtre. Et donc, évidemment, il y a encore beaucoup de choses, les Français le savent, sur lesquelles on doit progresser. Donc, on va continuer. Merci beaucoup. Merci Amélie de Montchalin d'être venue nous voir ce matin. Merci Pascal Jalabert. On regarde la une du Dauphiné Libéré. C'est l'infectiologue iséroise Karine Lacombe qui est à la une de votre journal. On a bon espoir d'un retour à la normalité au 2e semestre 2021 si on agit maintenant, dit-elle. Oui, voilà, c'est un peu l'objectif de tout le monde, que ça se passe bien à partir du mois de juin pour que les Français aient un 2e trimestre, entre guillemets, normal. Et voilà, c'est à lire dans le Dauphiné Libéré. Merci beaucoup, Amélie de Montchalin d'être venue nous voir. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires.